Bonjour à tous et bienvenue sur Studio PM France. Je suis très heureux de vous retrouver pour une émission inédite en compagnie de Jean-Benoît Tisserand, maire de Remiremont. Bonjour Monsieur Tisserand. Bonjour Pierre. Merci d'accueillir nos caméras dans ce si beau salon de l'hôtel de ville ainsi que le public ici présent que je salue. Voilà, donc merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait une interview comme celle-ci à la mairie de Remiremont et encore davantage ici dans le grand salon de l'hôtel de ville. J'ai souvent coutume de dire que ce grand salon il est multiforme, on y fait plein de choses différentes. On a encore innové aujourd'hui avec cette interview, donc c'est avec grand plaisir que je vous accueille et puis que j'accueille évidemment le public ici à la mairie de Remiremont. Merci beaucoup. On va aborder ensemble durant cet entretien d'une quarantaine de minutes votre parcours, les enjeux, les difficultés aussi du mandat de maire d'une petite ville active qu'est Remiremont, mais également plus largement le fonctionnement des institutions locales. Voilà. Donc cette interview se veut donc informative. Je souhaitais commencer avec une question qui porte sur vous, sur votre parcours. Alors ça fait plusieurs années que vous êtes engagé localement, en plus de votre métier d'enseignant. Comment on concilie les deux et finalement d'où vous vient cette envie? Moi, l'envie de me lancer dans la vie publique, elle date de très longtemps. Je pense que c'est même sûr depuis mon enfance. Voilà, quand j'étais enfant, j'avais un peu deux rêves. Mon premier rêve, c'était d'être professeur d'histoire-géographie. J'ai eu cette envie à l'âge de 7 ans, donc je l'ai réalisé à l'âge de 21 ans, parce que j'étais très jeune enseignant à 21 ans. Et puis très jeune aussi, j'avais cette volonté, un jour ou l'autre, de faire partie du conseil municipal de Remiremont. Déjà parce que je suis né à Remiremont, il y a maintenant 43 ans. Voilà, je suis né à la maternité de Remiremont, je suis un pur produit de Remiremont. Et puis de ma maison d'enfance, vivait à 2 maisons de chez moi, Christian Poncelet. Qui était évidemment le maire historique de Remiremont et qui pour moi était un modèle, était un exemple. Et gamin, je me disais, un jour, j'aimerais bien rentrer au conseil municipal et peut-être un jour être maire. Et donc, j'ai accompli ce rêve aussi il y a maintenant un peu plus de 3 ans. D'accord. Et est-ce que encore il y a quelques années, il y a 10 ans, vous vous voyez maire de Remiremont? Est-ce que c'était à portée de main ou... Je pense avoir toujours eu ça en moi quand même. Quand je suis rentré au conseil municipal, j'étais un des plus jeunes avec Jérémy Chaton. On était les Benjamins, j'avais 27 ans. Je suis rentré au conseil municipal en 2008. Donc ça fait maintenant 15 ans. Et c'est vrai que les adjoints les plus chevronnés me disaient un jour, toi tu seras le maire de Remiremont. Alors je me disais peut-être un jour. Alors c'était un parcours avec certains jalons, avec aussi des embûches, bien sûr. Mais oui, je pense que j'avais ça en moi, pas par égocentrisme du tout, mais par volonté de vouloir travailler pour les autres et puis de rendre à Remiremont, qui m'a tant donné quand j'étais enfant et à l'âge adulte, de lui redonner tout ce qu'elle m'avait donné. C'est plutôt dans cet esprit-là que je me suis engagé dans le conseil municipal et que je mène mon action au quotidien avec ma municipalité. D'accord. On reviendra un petit peu plus tard au long de cette interview sur les années récentes. Et Bertrand, qui est dans le public, a une question justement pour vous à ce sujet. Oui, voilà. Alors, du coup, vous évoquez, monsieur le maire, donc que la fonction de maire était pour vous un rêve initialement. Mais je vais faire référence aujourd'hui au contexte actuel que tout le monde connaît, et notamment les violences qui sont faites aux élus, et en particulier à la fonction de maire. Comment est-ce que vous vous projetez avec ce contexte actuel, et comment vous appréhendez tout ce changement de paradigme de la fonction de maire qui est aujourd'hui un peu malmenée? C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit plutôt l'aspect négatif, il y avait le congrès des maires de France là il y a quelques jours. C'est un sujet qui était grandement abordé, notamment par le président des maires de France. On a pu voir un certain nombre de maires qui ont été agressés verbalement, parfois physiquement. Un maire de région parisienne dont une voiture s'est jetée contre la maison, au risque de tuer vraiment sa femme, ses enfants. Donc c'est vrai que c'est vraiment une situation, je dirais, qui est assez symptomatique d'une forme de violence qu'on a aujourd'hui dans la société française. Et d'un certain nombre de personnes qui heureusement sont minoritaires, mais qui sont quand même actives et qu'on voit beaucoup, et qui sont systématiquement contre toute forme d'autorité. Donc ils s'en prenaient depuis longtemps à la police, à la gendarmerie. C'est des gens qui s'en prennent aux pompiers. Imaginez, les pompiers, ils sont quand même là pour nous sauver, les pompiers. On s'en prend aux pompiers, des pompiers qui sont caillassés. Et aujourd'hui, le maire ou les maires sont aussi la figure de l'autorité, la figure de la République française. Et donc, ce sont des cibles également. Donc, c'est vrai que tous les maires de France sont pas forcément très sereins.
leurs entourages. C'est pas toujours facile pour les familles non plus. Mais je pense qu'il faut être plus fort que ça, parce qu'on représente justement l'autorité. Et c'est pas ces gens-là qui vont gagner en France. En tout cas, moi, c'est pas ma vision. Et moi, ils ne me font pas peur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, mais c'est une réponse complète. Vous avez un petit peu, vous l'avez abordé en première partie. Donc, on est ici dans les Vosges. On est dans un territoire qui est avant tout rural, qui nécessite des aménagements spécifiques, une manière de travailler spécifique. Finalement, quels sont les objectifs à relever? Vous le voyez au quotidien. Comment on arrive à attirer du monde, à rendre, même si Remiremont est déjà vivant, mais plus globalement à rendre le territoire vivant et à attirer? Oui, ça c'est un des sujets les plus importants. Tout le travail qu'on mène les maires, les plus de 34 000 maires qui sont en France, c'est travailler sur l'attractivité de sa commune et puis plus largement de son territoire, parce qu'il faut penser bien au-delà des limites communales, hein, qui datent pour la plupart de la Révolution française et qui sont plus du tout adaptées, on va dire, à ce que la réalité des populations d'aujourd'hui. Donc la grosse difficulté qu'on a dans les Vosges, on est dans l'est de la France, on est en Lorraine, c'est-à-dire un des coins en France qui a perdu le plus d'habitants depuis 50 ans, parce qu'on était une zone qui était extrêmement industrialisée, on a subi de plein fouet la concurrence de la mondialisation, les délocalisations notamment en Asie de l'Est, et donc ça c'est vraiment une des difficultés. Mais pourtant, les maires qui se sont succédés et l'action que je mène, moi, et puis les autres maires autour de la communauté de communes, on travaille au quotidien, déjà pour convaincre les gens de rester ici et de faire en sorte d'avoir un cadre de vie qui est agréable, un cadre de vie sécurisé, ça c'est vraiment une des priorités qu'on peut avoir. Et puis après, il faut aussi être de bons ambassadeurs de notre territoire. Il ne faut pas se cantonner à rester uniquement ici dans les murs de la mairie. Il faut sortir, il faut aller sur le terrain. Il faut sortir aussi du territoire des Vosges et d'aller voir des investisseurs. Encore hier, j'ai reçu des investisseurs parisiens qui seraient intéressés pour venir s'installer sur Remiremont, avec peut-être une quinzaine d'emplois à la clé. Donc c'est tout le travail qu'on mène et que j'ai mené aussi avec le sénateur Jean Ingray, avec qui j'étais hier dans le cadre de ces investisseurs. Donc c'est ce travail-là. Et puis je pense que pour être de bons ambassadeurs, il faut déjà aimer son territoire. Et c'est vrai que quand on aime sa ville, c'est mon cas, et je pense qu'on est beaucoup à aimer cette ville de Remiremont. Elle a beaucoup d'atouts, et le territoire de notre agglomération a énormément d'atouts. Donc c'est beaucoup de détermination, c'est beaucoup de travail aussi, c'est beaucoup de force de persuasion, mais c'est un enjeu hyper important pour aujourd'hui et pour préparer l'avenir des Vosges. Donc pas de fatalité selon vous sur l'avenir du territoire, sur voilà, la baisse de l'emploi, ces choses-là, pour vous, il y a... Non, je suis jamais fataliste. Je suis réaliste, mais pas fataliste. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être complètement naïf, effectivement. On ne pourra pas surmonter tous les problèmes d'un seul coup et ça va prendre du temps. Il ne faut pas être non plus dans la nostalgie. Les gens se disent « Ah, c'était comme ça il y a 30 ans, il y a 40 ans. » Oui, mais c'était comme ça il y a 30 ans, il y a 40 ans. Aujourd'hui, on a une autre situation. On a plein d'atouts qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément il y a 30, 40 ou 50 ans. Je pense notamment sur la dimension touristique des Vosges. Il y a beaucoup plus de touristes aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ou 40 ans. On bénéficie d'une véritable locomotive qui est le secteur des Hauts-de-Vosges. La ville de Gérardmer, évidemment, la ville de La Bresse aussi, et d'autres communes. Et ça rejaillit sur nous, c'est le phénomène un peu de ruissellement, parce que ces personnes-là, ils viennent aussi sur notre secteur. Et ça, c'est un atout qu'il faut absolument et continuer à développer. Et justement, à ce sujet, vous parliez des villes alentours, des territoires alentours. Pour rebondir sur cette thématique, donc Michel, qui est spectateur, avait une question sur un sujet local, en lien étroit, finalement, avec l'attractivité du territoire. Oui, merci de me donner la parole. Donc, moi, je suis un enfant de Plombières. J'ai ma ville, comme on dit, dans mon cœur. On se bat pour que cette ville renaisse. On vient d'organiser des journées impériales qui ont eu un retentissement assez important. Ce qu'on cherche, ce que vient de dire Monsieur le maire, on cherche bien sûr des investisseurs qui viennent placer leur argent dans cette petite ville magnifique, mais qui actuellement est dans une situation... je ne veux pas dire trop de qualificatifs, mais qui est inquiétante. Et le thermalisme, bien sûr, doit être sauvé, comme disait Monsieur le maire, le tourisme, bien sûr. Le thermalisme est quand même une chose très importante. Nous avons les plus belles... le patrimoine, on a les eaux chaudes, on a tout ce qu'il faut. Simplement, on est à la recherche d'investisseurs qui viennent remettre notre ville à flot et drainer du public important. On a quand même en retour de 8000 curistes à l'époque. Aujourd'hui, on passe 100 curistes par jour.
c'est dramatique, quoi. Et le jour en jour, ben, notre patrimoine, il se dégrade. Et comment faire? Quelle est la réponse? Comment faire pour aller chercher, comme on dit, des investisseurs? C'est la grosse question. Et finalement, voilà, j'ajouterais aussi vraiment quel est le rôle des élus dans ce travail-là. Le rôle des élus, il est évidemment fondamental sur la situation dans une commune comme celle-ci. J'ai pas la prétention de dire que je connais aussi bien que vous la ville de Plombières, mais je pense bien la connaître quand même. Plombières, c'est vraiment un joyau. Voilà, faut le dire clairement. C'est une ville qui a un passé extraordinaire, et moi, en tant qu'historien de formation et puis passionné de la période de Napoléon III, forcément, j'ai beaucoup d'amour pour la ville de Plombières. Alors c'est vrai que la clé pour la ville de Plombières, c'est le thermalisme. Malheureusement, on le sait, les thermes ont été achetés par, on va dire, je vais dire pudiquement, un investisseur très indélicat. Il a laissé dégrader tout ce patrimoine. Il a laissé se casser la figure vraiment sur le thermalisme. Donc l'enjeu et la clé pour Plombières et pour notre territoire, c'est le rachat des thermes. Ça, c'est essentiel. Donc je sais, parce que je connais bien la municipalité de Plombières, je connais beaucoup d'élus. J'ai connu Albert Henry, l'ancien maire, évidemment Madame Barbeau, qui est actuellement maire de Plombières, et qui se démène, tous les élus, que ce soit la majorité, que ce soit la minorité municipale. Ils se démènent tous, ils ont tous le même objectif. Là, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Tout le monde se démène. Et donc, la clé, c'est vraiment d'avoir un investisseur fiable. Je pense qu'il faut que ce soit un groupe sérieux, un groupe de dimension nationale qui rachète les thermes de Plombières, qui fasse aussi des travaux. Alors, il va falloir préalablement aussi bien convaincre l'actuel propriétaire de vendre ça à un prix décent, puisqu'il a acheté ça au barreau du tribunal pour une poignée de chic. Il en veut aujourd'hui des millions d'euros alors qu'il n'a pas fait d'investissement à l'intérieur. Il faut qu'il vende ça à un prix raisonnable, autour de quelques centaines de milliers d'euros. Je sais qu'il y a 10, 15, peut-être 20 millions d'euros de travaux à mener là-dedans, donc c'est pas rien. Je sais qu'on peut compter sur le soutien de l'État, très clairement, la préfecture, de l'État. Tous les élus de la communauté de communes, on est 10 maires, on est tous derrière Plombières, bien sûr, parce que ce qui se passe à Plombières, ça nous concerne aussi. Parce que quand il y a du monde qui vient à Plombières, c'est des gens qui vont venir aussi visiter tout notre territoire, qui vont peut-être venir faire quelques courses aussi à Remiremont, faire bénéficier les commerces de Remiremont et des autres communes alentours. Donc vraiment, moi j'apporte tout mon soutien évidemment aux élus de Plombières, aux Plombinoises, aux Plombinois. Je ne suis pas fataliste, je suis aussi réaliste, je sais que la situation n'est pas facile du tout, mais j'ai quand même bon espoir qu'il y ait un rachat à, si possible, court terme, pour vraiment sauver la situation, parce que je le répète, Plombières, c'est vraiment un joyau, c'est une ville qui est magnifique, et il faut faire en sorte que Plombières puisse retrouver l'éclat qu'elle a pu avoir d'antan, mais avec aussi la réalité de ce qu'est une ville d'aujourd'hui, de 2023 et bientôt 2024. Mais justement, on parlait d'une problématique qui vous concerne, même si vous n'êtes pas maire de Plombières, vous faites partie d'une même communauté de communes, vous avez, il y a l'office de tourisme, il y a plusieurs choses en commun. Basiquement, comment vous travaillez, comment vous intervenez d'une certaine manière, vous et les autres communes autour, pour, là, dans ce cas-là, concernant les termes, mais sur d'autres problématiques. Quel est l'organigramme, quelle est l'organisation finalement? C'est-à-dire au niveau de notre communauté de communes. Voilà. Alors nous, on a une communauté de communes à taille humaine. C'est ça qui est très intéressant. Ça s'appelle la Porte des Vosges méridionales. Donc il y a 10 communes. C'est né de la fusion, donc il y a quelques années, de ce qu'on appelait la Porte des Hauts-de-Vosges. Donc c'est le secteur, la grande agglomération de Remiremont et des communes aux alentours, d'Elloy jusqu'à Saint-Amé, Saint-Nabord, Saint-Étienne notamment, de Martin-Vecou. Et puis nous avons fusionné avec les Vosges méridionales, donc 3 communes, Plombières-les-Bains, qu'on vient de citer, le Val-d'Ajol et le Girmont, sympathique commune également. Donc on a des communes un petit peu plus grosses, on a des communes rurales, on n'est que 10 communes, donc ça c'est vraiment un atout pour nous par rapport à d'autres intercommunalités qui sont parfois à plus de 50, 60, 70, où c'est quand même pas évident de gérer ça au quotidien. Mais par contre, on représente quand même 30 000 habitants. Donc 30 000 habitants, ça fait de nous une des plus importantes communautés de communes en population. Donc on travaille très bien. Donc il y a ce qu'on appelle le bureau
Donc le bureau, c'est composé de la présidente, qui est Madame Catherine Louis, donc qui est maire de Dommartin-lès-Remiremont, qui est conseillère départementale, donc qui travaille très bien. C'est une femme de très grande qualité. Voilà, moi je l'apprécie beaucoup et je sais qu'elle travaille au quotidien pour nous. Et puis on travaille donc avec les vice-présidents qui généralement donc sont les maires, à quelques exceptions près, puisque la commune de Plombières vient de faire élire un nouveau vice-président, donc il y a un adjoint de Plombières, Monsieur Cornu. Et puis, donc ça, c'est cette organisation. On a des réunions régulièrement, de commissions spécifiques. Donc, on travaille sur des dossiers qui sont en commun. Mais c'est vrai que je peux comprendre que pour le public, à quoi sert une communauté de communes, c'est pas toujours simple. Alors, c'est la question. C'est pas simple du tout, parce que c'est des compétences qui, pour l'instant, dans notre communauté de communes, sont assez limitées. C'est pour ça que c'est la question finalement. Vous allez sur ma question à venir. C'est vrai qu'on a l'impression, moi y compris, que ces communautés de communes, alors soit des fois elles prennent un peu le dessus, on se dit c'est une institution en plus, ça va enlever des compétences aux élus locaux, aux mairies, aux conseils municipaux. Finalement, voilà, quels sont leurs rôles? Et est-ce que ça sert à quelque chose sans enlever finalement du travail aux élus locaux? En fait, tout ce qui est intercommunalité, c'est complètement à géométrie variable. Quand on est dans la communauté d'agglomération d'Épinal, c'est des compétences très élargies, parce que institutionnellement parlant, dans la loi, c'est des compétences beaucoup plus larges quand on est communauté d'agglomération. Les communautés de communes, les compétences sont plus réduites. Il y a des choses qui sont inévitables, comme par exemple le tourisme. Donc, le tourisme, on avait un office de tourisme qui était purement romarimontain. Maintenant, c'est devenu un office de tourisme intercommunal, avec en particulier des communes un peu plus touristiques que les autres, dont Plombières, Remiremont, le Val d'Ajol et le Girmont aussi, le Girmont-Val d'Ajol, qui est une belle commune touristique. Donc ça fait partie des compétences qu'on a en commun. Au cours des derniers mois, on continue à travailler pour multiplier les compétences. J'en veux pour preuve une super réalisation qui va être inaugurée dans quelques semaines, qui est le stade VTT. Donc, qui sera basé à Remiremont, qui était initialement un projet municipal qu'on avait, nous, les élus, avec les dirigeants de Remiremont VTT, et qui, du fait de son ampleur et de sa dimension touristique, sportive mais aussi touristique, on en a fait un projet intercommunal qui d'ailleurs a été primé au laurier des collectivités. C'était le coup de cœur, donc nous c'était une belle fierté d'avoir reçu ce prix. Et donc ça va être fini d'être réalisé au printemps prochain. Donc voilà une belle compétence intercommunale. Et puis il y aura aussi dans un avenir très proche le transfert du centre aquatique de Remiremont, puisque la piscine du Val d'Ajol aujourd'hui est intercommunale parce qu'ils l'avaient placée dans l'intercommunalité avant la fusion. Et nous maintenant ça serait quand même plus judicieux de passer cette piscine romarimontaine dans l'intercommunalité. Et quels sont les avantages concrets pour une installation existante, quelque chose qui est déjà existant, qui est communal? Qu'est-ce que vous avez finalement à gagner à passer dans l'intercommunal? Déjà, les communes qui ne voudraient plus faire partie d'intercommunalité aujourd'hui, c'est plus possible, puisque la loi oblige forcément. Voilà, ça c'est une obligation. Il y a quelques années ce qu'on appelait entre guillemets les villages gaulois. C'est les communes qui faisaient partie d'aucune intercommunalité, et la loi les a contraints de rejoindre telle ou telle intercommunalité. Il ne peut pas y avoir de commune seule. Ça c'est complètement impossible aujourd'hui. Il peut y avoir des évolutions, c'est-à-dire que certaines communes peuvent parfois sortir d'une interco pour en rejoindre une autre, à condition d'être proches géographiquement. Ça c'est une possibilité. Il y a des possibilités aussi de regroupement entre les intercommunalités. Peut-être qu'un jour, les 3 intercos qui constituent les Hauts-de-Vosges pourraient former une communauté d'agglomération, un peu sur le modèle de ce qu'il y a à Saint-Dié. C'est pas du tout en projet immédiat. Pourquoi pas? Ça sera plus grand, ça nous donnera plus de force, ça éloignera peut-être la démocratie des citoyens. Ça sera un vrai débat, évidemment, mais c'est pas d'actualité pour le moment. Et puis parfois, alors c'est rarissime, il peut y avoir des scissions. Donc c'est ce qui s'est passé sur l'intercommunalité des Hauts-de-Vosges, puisque la partie de Gérardmer ne voulait plus travailler avec la partie plus au sud, avec la Bresse et Vanier. Donc il y a eu un divorce à l'amiable, dirons-nous, qui les a conduits donc justement à se séparer. Mais c'est un cas assez unique en France. Faut bien le dire. Voilà. Et ce que j'ai pas mentionné pour l'instant, mais qui est hyper important, c'est que les intercommunalités ont désormais la compétence économique. Donc le développement économique, on parlait d'attractivité du territoire, ça c'est la force des intercommunalités.
Donc nous, on travaille dessus avec Jean-Pierre Calmels, qui est maire de Saint-Nabord et qui est également vice-président en charge de l'attractivité et du développement économique. Et donc, quand il faut travailler sur des grandes installations, sur le développement d'entreprises, je pense comme Debuyer, sur Fémont, au Val d'Ajol, comme Maufray plus récemment, comme Thirier, qui a un énorme projet aussi, mais aussi aider des implantations plus locales, des commerçants qui ont bénéficié d'aide pour leur implantation au centre-ville de Remiremont ou sur Saint-Étienne ou sur les autres communes de l'Interco. Ça, c'est le développement économique et ça, c'est une compétence hyper importante qui dépendait des communes au départ, mais maintenant, c'est vraiment la compétence de l'intercommunalité et ça, c'est très, très, très important pour le présent et aussi pour l'avenir. Justement, juste avant de passer la parole à Christophe sur ce sujet, moi, j'avais quand même une question. C'est pas un peu la guerre, des fois, parce qu'on va se dire, non, finalement, on parle du stade VTT. Moi, j'aurais aimé que ce soit sur ma commune. Moi, j'aurais aimé que ci, que ça. Comment on répartit, finalement? Alors, ça va être voté, mais est-ce que des fois, c'est pas un peu la guerre, honnêtement? Dans certaines intercommunalités, si, c'est la guerre, il faut le dire. Il y a parfois encore un petit peu les querelles de clocher. Et puis, ça dépend aussi, on va dire, de la personnalité des uns et des autres. Très honnêtement, on a vraiment la chance sur ce mandat-ci, on a vraiment une belle entente entre les maires de la communauté de communes, vraiment très sincèrement. Moi, j'ai la chance d'être élu intercommunal depuis le début. J'ai été élu à 27 ans, donc j'ai connu des moments où ça a été extrêmement tendu, notamment entre à l'époque c'était le maire de Martin, Monsieur Poisson, et le maire de Remiremont, où c'était vraiment ça clashait, si je puis dire, à chaque conseil communautaire, mais c'était assez violent. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il y a des rapports humains qui sont vraiment très sains. Parfois, il y a des désaccords, il y a des débats. Même si on ne le voit pas toujours lorsqu'il y a la séance du conseil communautaire, puisqu'on a tout a été vu en amont, il y a vraiment du débat. La présidente laisse vraiment une libre parole chez tous les maires et parfois laisse clairement à la contradiction. Mais une fois qu'on arrive aux séances communautaires, on a tranché certaines divergences, mais quand même globalement, on s'entend bien. Et j'ai vraiment la chance de travailler avec des maires qui sont des gens de grande qualité au niveau intellectuel, mais aussi au niveau humain. C'est des gens qui sont très investis, qui aiment leur commune et qui ont vraiment l'esprit communautaire. Et ça fait vraiment plaisir de travailler avec eux. Voilà. J'ai peut-être un peu volé la question d'ailleurs en posant. Mais vous pouvez peut-être ajouter quelque chose si vous le voulez. Donc Christophe qui avait une question sur l'intercommunalité. Je crois qu'on a déjà, Monsieur le maire a déjà répondu assez largement sur ce sujet, mais je voulais avoir le point de vue de Monsieur le maire sur cette intercommunalité entre des communes proches de Remiremont, Saint-Nabord et Saint-Étienne-les-Remiremont qui pourraient faire sens sur un plan juridique, financier, social, pour avoir plus de moyens pour pouvoir accomplir certaines tâches. Vous parlez de fusionner. Oui, c'est bien ça. C'est ça. D'accord. D'accord. Ah écoutez, moi, ça me fait plaisir que vous me posiez cette question-là, parce que moi, c'est un sujet que je trouve extrêmement important. Voilà. Je le disais tout à l'heure, on a des limites communales qui datent d'un autre temps, d'une époque où il y avait beaucoup de quartiers qui n'étaient pas construits jusqu'à présent. Et clairement, aujourd'hui, on partage des rues en commun. On partage beaucoup de rues en commun avec Saint-Étienne, on partage beaucoup de rues en commun avec Saint-Nabord. En ce moment, on est en train de refaire une rue où habite Madame Gaillemin, qui est la rue des Frères Bexon. Madame Gaillemin habite Remiremont, ses voisins d'en face habitent à Saint-Nabord, ils sont voisins, ils habitent à 10 mètres, 20 mètres les uns des autres. Donc on mène déjà des actions en commun. On travaille bien avec la mairie de Saint-Nabord, on travaille très bien avec la mairie de Saint-Étienne aussi. On a des bonnes relations entre maires et on travaille ensemble. Mais c'est vrai que je l'ai annoncé, je pense que ça ferait sens. Alors je suis pas en train de dire dans 1 an, dans 2 ans, pas tout de suite, ça sera pas pour ce mandat-ci. Mais je pense que imaginez à moyen terme de réunir quelques communes ensemble, qui ont vraiment une attractivité commune, qui forment aujourd'hui véritablement une agglomération au sens purement géographique du terme, ce qu'on appelle géographiquement une conurbation. Je suis désolé d'utiliser un terme de géographe, mais c'est une réalité, mais c'est la petite déformation professionnelle, une conurbation. Et c'est vrai que moi je pense sincèrement, et je l'ai dit et je le redis là publiquement, et je pense que ça se fera un jour, peut-être pas tout de suite, mais je pense que ça se fera un jour. Faire une commune où on fusionne Remiremont, Saint-Étienne-les-Remiremont et Saint-Nabord, les 3 communes-là, Remiremont, Saint-Étienne-les-Remiremont, Saint-Nabord, 15 000 habitants. Ça fera de nous ce qui est la réalité, c'est-à-dire la 3e ville des Vosges,
la troisième agglomération des Vosges. Et ça fait sens puisque je parlais de rue en commun. Je prends le quartier des Brochottes. Le quartier des Brochottes, c'est un beau quartier, moi je l'aime. Je me balade depuis que je suis gamin dans ce quartier-là. Il y a, je crois, à peu près 800 habitants. Les gens viennent à pied au centre-ville de Remiremont, en habitant en Brochottes. Ils peuvent pas aller à pied au centre-ville de Saint-Nabord. Ils se sentent presque plus de Remiremont que de Saint-Nabord. Aujourd'hui, ils sont navoriaux, ils sont de Saint-Nabord. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Je suis pas là en train d'annexer comme ça volontairement les communes. Mais je pense que ça ne peut se passer que par la discussion. Ouais. Je sais que ça fait peur. Oui, c'est ça. J'en ai bien conscience. Je sais que ça fait peur. J'habiterais Saint-Étienne ou Saint-Nabord, j'aurais peut-être peur en me disant le maire de Remiremont propose. Pourquoi on veut me faire disparaître? On existe depuis longtemps. C'est pas faire disparaître Saint-Nabord et Saint-Étienne. C'est travailler ensemble, c'est travailler en commun, c'est la force commune, c'est créer des synergies, d'avoir une plus grande force d'action. Voilà. Je pense aussi, pour les budgets municipaux, faire des économies d'échelle et pouvoir jouer sur la fiscalité également vers la baisse. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a des services supports qu'on pourrait mettre en commun et diminuer le volume. C'est faire des achats en commun. Encore davantage, on en fait déjà un petit peu, mais faire encore davantage. Mais faire une commune nouvelle à 3, je pense que ça fait sens parce qu'il y a une géographie commune. C'est la réalité de ce qu'est l'agglomération aujourd'hui. Et vous savez, des fois, on me pose des questions en me disant, par exemple, sur le secteur d'Intermarché, on me dit, le carrefour là, est-ce que vous avez prévu des aménagements? Je dis oui, il y a des aménagements qui sont prévus, puisqu'il y a un rond-point qui va être créé, mais je dis mais c'est le maire de Saint-Nabord qui s'occupe de ça, c'est la municipalité de Saint-Nabord. Et là, les gens me disent, ah bon, on n'est pas à Remiremont là? On m'interroge sur le secteur, vous savez, le secteur les chapelles de la Madeleine. On m'a posé des questions sur le secteur où il y a un magasin Aldi, Noz, etc. On est à Saint-Étienne-lès-Remiremont, à cet endroit-là. Ça peut paraître surprenant, parce que les gens qui habitent aux HLM de Révillon, c'est mes racines familiales, hein, parce que ma famille a grandi, mes frères et sœurs ont grandi à Révillon. Révillon, vous êtes à Remiremont. Les maisons qui sont juste à côté, vous êtes à Saint-Étienne. Vous prenez le lycée de Malraux. Le lycée Malraux est coupé en deux. Et ça fonctionne déjà, en fait. Voilà, et ça fonctionne aussi. Mais je pense qu'administrativement, oui, voilà. Moi je crois fortement à ça. J'en ai déjà discuté évidemment avec mes collègues. Je dis pas qu'ils m'ont dit oui, hein, loin de là. Je sais que le maire de Saint-Étienne n'y est pas favorable en l'état, mais c'est sa liberté, je le respecte. Mais je pense que dans un avenir relativement proche, on va pouvoir discuter, on va pouvoir y travailler. Et je l'ai dit, si c'est pas nous qui le faisons, ça sera nos successeurs qui le feront. En tout cas, moi, j'aurais été le premier à planter la graine, si je puis dire. C'est peut-être moi qui le ferai en tant que maire. Ça sera peut-être d'autres qui le feront après. Mais en tout cas, moi, j'ai cette ferme volonté. Moi, j'y crois fortement. C'est pas faire disparaître Saint-Étienne-Saint-Nabord. Il faudra garder l'identité de ce que sont les quartiers. Parce que quand on habite à Seux, quand on habite à Falières, il y a une vraie identité, au même titre que Rumont, que Béchamp, que Lamay, que Révillon, qui sont des fortes identités pour nous à Remiremont. Il faudra garder ça. Moi, je pense aussi qu'il faudra maintenir une représentativité citoyenne, c'est-à-dire que dans ce futur nouveau conseil municipal, il faut qu'il y ait des gens des 3 anciennes communes. Et c'est pas nécessairement un Remarimontain ou une Remarimontaine qui serait le maire de cette entité. Ça peut très bien être quelqu'un de Saint-Étienne, de Saint-Nabord, peu importe. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui est motivé et qui est compétent. C'est ça le plus important. Et donc, après, maintenir des conseils citoyens pour garder quand même ce qu'est l'identité de ces entités-là. En tout cas, moi, j'y crois extrêmement fortement. Donc, merci de m'avoir posé cette question. Je sais pas, parce que je connais pas les questions, je sais pas quelles seraient posées. Mais en tout cas, voilà ma volonté, en tout cas, moi, en tant que maire, en tant que maire d'Ormiremont. C'est un sujet très, très, très intéressant. Oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé en début d'interview. Les questions ont été préparées par nos soins en avance, mais n'ont pas été communiquées à je les connais pas. Voilà, donc on est vraiment pour garder une spontanéité dans la discussion et c'était voulu. Avant de faire intervenir Béatrice, revenons juste un instant donc sur le rôle de maire à proprement parler et un petit peu plus sur votre parcours. Vous étiez adjoint avant de Jean Grey qui était maire de Remiremont jusqu'en 2020 où il a démissionné. Lui, qui est aujourd'hui sénateur, vous a désigné d'une certaine manière comme son successeur et vous avez été élu à l'époque à l'unanimité par le conseil municipal. Certains, il faut le dire, de vos colistiers n'ont pas apprécié la situation. Comment vous avez géré ce moment ? Je l'ai plutôt bien géré, je pense.
Voilà. Alors c'est vrai que Jean a donné son aval sur le fait que je puisse lui succéder. Pour autant, la discussion a été très claire entre nous. Je lui ai dit, je suis pas désigné, je dois être en position de persuader les colistiers que je suis l'homme de la situation pour te succéder. Et de toute façon, lorsque Jean nous a dit qu'il allait se présenter au sénatorial, et que dans l'hypothèse où il gagnait, il ne pourrait plus être maire de Remiremont du fait du non-cumul des mandats avec la loi d'aujourd'hui, je peux vous dire que l'immense majorité, pour pas dire la quasi, mais pas la totalité, la quasi-totalité des colistiers sont venus me voir assez rapidement en me disant, écoute, si Jean il est élu, est-ce que toi tu te présenteras comme maire? Et je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez? Ils me disent, oui. Il faut que ça soit toi, parce que c'est toi qui es là depuis le plus longtemps au conseil municipal. Ça faisait déjà plus de 12 ans que j'ai été élu au conseil municipal. J'avais déjà été élu donc à 4 reprises. Je suis passé 4 fois devant les électeurs de Remiremont. Donc c'est de là que j'ai nourri ma légitimité. Et après, évidemment, c'est le conseil municipal qui élit le maire. Alors certes, c'est vrai qu'il y a on a deux de nos anciens colistiers qui au départ, il y en avait qu'un qui n'était pas d'accord, puis après 2 qui n'étaient pas d'accord, qui ont démissionné. Moi, je le regrette qu'ils aient démissionné parce ils ont apporté des choses au sein du conseil municipal, ils ont travaillé au sein du conseil municipal. C'était leur choix. Voilà, moi je le regrette. Voilà, je le regrette. Bon, pour autant, depuis, on travaille avec une équipe qui est compétente. On mène des projets qui étaient le projet sur lesquels nous avions tous été élus, les 31 membres du conseil municipal. Mais je suis content d'avoir accepté de succéder à Jean Ingret, d'avoir pris cette mission de maire. Que j'avais en moi, bien sûr, mais je pense que j'étais vraiment opérationnel. C'est-à-dire que je connaissais vraiment tous les rouages de la mairie, je connaissais le personnel, je connaissais le fonctionnement d'une mairie, d'une intercommunalité. J'étais vraiment pas un néophyte quand je suis arrivé sur les rênes. Mais c'est vrai qu'on change de dimension, parce que quand on est conseiller, quand on est adjoint, on a des dossiers qu'on traite et on essaie de les traiter les mieux possible. Mais c'est vrai que quand on est maire, il faut avoir une vision très omnisciente. Et c'est quand même la personne vers laquelle on va quand ça va bien, puis aussi quand ça va un petit peu moins bien. Et c'est pour ça, c'est ce que je voulais vous demander aussi. Comment, parce que quand on est élu municipal, on n'est pas tellement au front de la population directement. Comment on arrive à quand même se faire une place, une nouvelle place, parce que finalement on change de poste et comment on se construit après une image auprès des citoyens, c'est quand même un vrai travail à mener, quoi. Oui, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut quelques mois pour construire ça. Moi j'avais quand même un avantage, c'est que je connais depuis longtemps beaucoup d'habitants sur Remiremont, étant natif de Remiremont. J'ai été longtemps dans le milieu associatif. Quand j'étais gamin, j'étais dans le club de foot local. Et puis j'ai travaillé pendant 10 ans comme collaborateur de presse. J'étais tout jeune, j'avais votre âge d'ailleurs quand j'ai commencé comme collaborateur d'un journal qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait La Liberté de l'Est. Et c'est vrai que pendant 10 ans, je faisais les reportages sur le terrain, du sport, mais aussi après de la politique. J'ai fait un peu des magazines. Et donc ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Et puis c'est aussi un petit peu pour ça que le maire de l'époque m'avait repéré et m'a dit, tiens, lui peut peut-être être intéressant, apporter une vision pour Remiremont. Donc j'avais rejoint cette équipe. Et après, il y a d'autres personnes que j'ai pu rencontrer là depuis un peu plus de 3 ans que je suis maire. Je fais beaucoup de belles rencontres, honnêtement. C'est vrai qu'on a souligné peut-être le côté négatif où parfois certaines personnes sont dans la négativité ou dans l'agressivité ou parfois des gens derrière des faux profils se déchaînent sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. C'est la liberté d'Internet, même si parfois ça peut tourner chez certains un peu au cyberharcèlement. Mais moi, je fais fi de tout ça. Moi, je suis ferme. Ça glisse toutes ces critiques-là, parce que moi, ce qui compte, c'est les vrais gens. C'est les gens, vous voyez, qui sont présents ici. C'est les gens que je rencontre sur le terrain. Et honnêtement, la grande majorité des gens que je rencontre, ils sont plutôt sympas avec moi. Moi, je suis plutôt sympa avec eux aussi. Et il y a quelque chose que je ne feins pas, c'est que moi, j'aime les gens. Moi, je suis quelqu'un d'humain, j'aime vraiment le contact humain, j'aime les gens. Alors après, dans les demandes qu'on fait, il y a des choses où je peux dire oui, il y a des choses où je dis ça sera plus tard. Parfois, je sais que ça peut pas se faire, donc faut avoir l'honnêteté parfois de dire non et d'expliquer pourquoi on dit non, même si la personne en face n'est pas forcément d'accord avec notre réponse. Mais faut penser intérêt général. Certaines personnes vous font des demandes, c'est purement de l'intérêt personnel. Non, faut réfléchir sur l'intérêt de la rue où ils vivent, du quartier où ils vivent, de la ville où ils vivent. C'est ça l'intérêt général, et c'est ça la mission d'un élu local, c'est de
d'aller parfois au-delà même de l'amitié qu'on peut avoir avec des gens, parce que parfois on est obligé de dire non même auprès de gens qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on est amis, et aussi dire oui sur des gens qu'on connaît pas nécessairement. Donc il n'y a pas de favoritisme, ça c'est hyper important, mais pour cela c'est le rapport humain, c'est le contact humain, et ça j'ai ça en moi depuis que je suis gamin, donc voilà, ça j'aime bien. C'est justement comment, concernant la proximité vraiment entre le maire, les élus locaux, les citoyens, Béatrice, qui a une question à vous poser. Voilà. Je vais rebondir évidemment à ce que vous venez de dire. Les élus sont censés effectivement recevoir la population et les écouter dans leurs réflexions. Comment dans la réalité vous pouvez recevoir, entendre et répondre à certaines questions? Parce que j'ai quelques exemples à reformuler. Le réseau de solidarité dans lequel j'appartiens, nous avons sollicité 2 fois un entretien avec vous. Nous ne l'avons jamais obtenu. Des lettres ont été envoyées pour les pistes cyclables, parce que rejoindre la voie verte par le boulevard Thiers, c'est très très dangereux. Or, ça a été soulevé lors du mandat de M. Didier, ça n'a jamais été répondu. Autre question également, notre rue, en fin de compte, nous avons envoyé une lettre avec une pétition, des exemples, des solutions. Ça n'a jamais été répondu. Donc, vous êtes censé effectivement être à l'écoute de votre population. Alors, comment dans la réalité vous vous y prenez? Justement, cette émission en est un exemple, mais tout à fait. J'ai eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques mois de cela dans mon bureau. Vous connaissez bien la mairie. Moi, mon bureau vous est grand ouvert, bien évidemment. Alors, je suis juste un petit peu surprise sur les derniers courriers. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé parce que moi, je réponds. Alors, soit on répond par écrit ou je reçois tout le monde. Donc là, c'est pas arrivé jusqu'à moi. Donc, j'en suis bien désolé et je m'en excuse. Et ça sera résolu très vite. Il y a pas de souci. C'est vrai que vous m'avez formulé des propositions sur le réseau de solidarité, c'est intéressant. Je vous ai dit qu'on travaillait aussi dessus avec le centre communal d'action sociale, puisque ça c'est un des pans hyper importants de ce qu'est une mairie, parce qu'on mène une action sociale aussi au quotidien. Et puis après, vous évoquez donc au niveau des mobilités. Donc là, en l'occurrence, sur le quartier que vous évoquez, là, c'est des décisions qui sont prises en commun avec la mairie de Saint-Nabord. Par exemple, pour que ça roule un petit peu moins vite, on a décidé, et ça sera mis en place une fois que votre rue sera terminée, de la mettre à 30 km/h. Voilà, donc ça c'est une des décisions qu'on va prendre. Et puis après sur ce qu'on appelle les mobilités douces, donc il y a un travail qui est mené en ce moment puisqu'il y a un plan de mobilité simplifié avec une grande étude qui est menée à l'échelle de nos intercommunalités, à l'échelle de toutes les Hauts-de-Vosges. Donc il y a des conclusions qui seront rendues récemment. La difficulté, effectivement, mais j'en concède, la difficulté, c'est pas toujours simple, le vélo à Remiremont, je le dis clairement. Moi, dans un premier temps, je voulais aussi augmenter ce que sont les parkings vélos, parce que c'est pas le tout d'avoir un vélo, encore faut-il pouvoir le garer. Donc ça, on a doublé, au cours de l'été, on a doublé le nombre de parkings vélos aux endroits les plus stratégiques de la ville. Et après, pour tout ce qui est pistes cyclables, moi, le choix que j'ai fait avec la municipalité dans certains secteurs, c'est de passer en espace partagé, c'est-à-dire en abaissant la vitesse. C'est ce qu'on est en train de tester en ce moment sur le secteur de Maxon-Rue, entre le bas de la rue Charles de Gaulle et le quartier de la Filature. Parce qu'en fait, une piste cyclable, c'est 1,40 m minimum au niveau de la largeur. Ça veut dire que si vous en mettez 2, c'est 2,80 m. Et donc, concrètement, la plupart de nos rues font 6 mètres. Ça veut dire qu'il faut passer toutes les rues en sens unique. Donc des rues en sens unique, ça sera très bien pour les cyclistes. Par contre, ça va être une vraie galère pour les automobilistes et je suis pas sûr que eux soient tout à fait d'accord. Alors là où il faut être très ferme, c'est sur le respect que les automobilistes doivent avoir sur les cyclistes. Parce que malheureusement, on subit à Remiremont, comme dans d'autres communes aux alentours, à Saint-Nabord, à Saint-Étienne, ils subissent ça. Des Fangio, si je prends une expression peut-être un peu désuète, qui pensent que parce qu'ils ont un gros moteur et un volant entre les mains, ils se croient tout permis. Ces gens-là, on ne doit rien leur laisser passer. Ils doivent respecter les piétons, ils doivent respecter les cyclistes. Et donc, c'est ces gens-là, et il n'y a que la verbalisation qui peut compter, il n'y a que la fermeté qui peut compter.
Parce que honnêtement, moi, que je la prends pas souvent, mais je prends un petit peu ma voiture, que j'ai un vélo devant moi, que je vois que je peux pas doubler, j'attends un petit peu. On attend 10 secondes, on attend 15 secondes, mais on va pas coller le vélo, on va pas le klaxonner, on va pas essayer de le coller pour l'intimider, parce que quand on a une voiture qui fait plus d'une tonne et un vélo qui ne fait que quelques dizaines de kilos, on n'a pas tous les droits parce qu'on a une voiture, et donc c'est la priorité, le piéton, le vélo, mais techniquement, malheureusement, il y a certaines rues où une piste cyclable en site propre, qui est vraiment l'idéal. C'est pas possible parce que ça veut dire passer la rue en sens unique et là ça fait des détours complets dans la rue et un plan de circulation qui serait un vrai casse-tête et voire même impossible à vivre pour beaucoup de riverains sur notre commune. Je voulais rebondir sur la deuxième partie aussi de la question, sur la proximité avec les citoyens aussi qu'on met en place, les réunions de quartier, les choses comme ça. Oui. C'est quelque chose selon moi, là, c'est un peu personnel, mais est de plus en plus indispensable pour garder un lien, être vraiment, même si c'est pas les seuls moyens, mais garder une proximité, c'est quelque chose que vous souhaitez continuer de développer. Tout à fait. Alors, par exemple, on a organisé des réunions de quartier il y a quelques mois. On en a fait 8. Voilà. J'en ai la plus récente, donc c'était dans le quartier de Rumont, parce que le quartier de Rumont est en train de repasser à la moulinette de quartier prioritaire de la ville avec les services de l'État. Donc on a fait une grande réunion de concertation avec les habitants, avec les associations. On a une des réunions, on était quasiment une centaine, donc c'était un beau succès. Donc moi je vais les reprendre avec différentes formules sur place, avec une proximité avec les habitants. Et j'ai pensé aussi une autre formule parce que vous voyez, on est ici dans un lieu qui est magnifique, qui est la mairie de Remiremont, et j'ai remarqué que tout le monde ne connaissait pas forcément leur mairie, parce que la mairie, c'est pas la mairie du maire, c'est pas la mairie des élus, elle nous appartient pas, c'est notre bien commun. Et donc moi j'ai imaginé une formule que je vais certainement initier à partir de 2024, où je proposerai aux habitants par ensemble de quartiers de venir visiter leur mairie, de me rencontrer. Alors ça sera pas filmé, ça sera pas une vidéo à chaque fois, et on laissera libre cours aussi à la parole entre nous parce que ça c'est important de pouvoir discuter de tout ça ensemble et de préparer ensemble le présent puis l'avenir de Remiremont. Bon, on est déjà, je vois, à plus de 40 minutes quand même d'émission, mais c'est bien. La discussion a été vraiment intéressante. Afin de terminer cette interview, j'ai quelques questions auxquelles je vais vous demander de répondre assez rapidement et en toute franchise, comme je ne doute pas que vous l'avez fait jusqu'ici. Et puis à la fin, vous aurez une petite minute pour aborder le sujet qui vous plaît. Un grand salon, justement, là ça rejoint ce que vous disiez, un grand salon de l'hôtel de ville. Là, on est quand même dans un lieu orné de moulures, de parquets. C'est un lieu finalement un petit peu historique. Vous aussi, le professeur finalement d'histoire, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, ça évoque tout le passé, toute la richesse de ce qu'est Remiremont. Et on est une ville qui est élégante. Son surnom, c'est la Coquette, la Belle des Vosges, comme on veut. C'est vraiment la plus belle ville des Vosges. Pourquoi ? Parce que je suis un petit peu chauvin, faut bien le dire. C'est pour ça. Mais aussi parce que je pense quand même, je suis aussi réaliste. Il y a beaucoup d'autres belles villes dans les Vosges, bien sûr. Mais je pense qu'on a la plus belle ville des Vosges. Et je pense qu'on a la plus belle mairie des Vosges. Parce que voilà, donc c'est vraiment une ville extraordinaire, c'est une ville élégante et je pense que la mairie est vraiment à l'image de ce qu'est l'élégance de Remiremont. Donc nous, c'est notre défi aussi de maintenir le patrimoine, de convaincre aussi les propriétaires privés de maintenir leur patrimoine, parce que ça c'est important, parce que tout ne nous appartient pas, il y a des choses qui appartiennent aux privés, surtout ce qui est la dimension des façades, même les arcades n'appartiennent pas à la ville de Remiremont, mais on y apporte des aides techniques, des aides financières pour entretenir justement ce patrimoine et de faire en sorte que Remiremont, ça reste encore la plus belle ville des Vosges. J'avais aussi une question. Lorsque vous vous promenez justement dans les rues de Remiremont, dans les rues de votre ville, qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce que c'est plutôt, justement, on disait de l'admiration pour l'architecture, la beauté de la ville, des projets plein la tête, des recherches de détails à améliorer ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Les trois en même temps. Ah, voilà. Je pense que chaque fois que je suis dans une rue, j'ai le cerveau qui mouline tout le temps. Je vous avouerai que ça fait 15 ans que je suis au conseil municipal. Ça fait 15 ans que la mairie, les dossiers municipaux, ça m'obsède le matin, le midi, le soir, puis la nuit aussi. Voilà, donc je pense toujours à la mairie et je pense toujours à effectivement les grands projets, les projets de fond qu'on a et qu'on va développer encore ces prochaines années. Mais c'est aussi les petits détails, c'est ce qui va pas, c'est là où mes agents doivent intervenir. Moi,
suis présent dans toutes les rues de Remiremont, toutes les semaines, à pied, parfois je tourne en voiture, je tourne dans toutes les rues, je veux m'imprégner de ça. C'est vraiment important et je pense que je connais bien la commune. Et pour terminer, ces deux questions, le plus grand moment de stress que vous ayez eu à vivre, parti politique depuis que vous êtes élu, soit municipal, soit maire, et le plus beau moment que vous ayez vécu? Le plus grand moment de stress, on a des moments de stress à des moments, mais pas forcément de stress, mais quand même très intimidant. C'est la première fois que je suis rentré en tant qu'élu dans la salle du conseil municipal. Je vous dis, j'avais 27 ans. La salle, elle est grande, elle est très institutionnelle. J'étais un tout jeune élu. J'avais avec moi des gens qui avaient travaillé avec Christian Poncelet, qui connaissaient bien les rouages. Et la première fois que je me suis assis, et la première fois que j'ai pris la parole, alors ça c'était stressant, la première fois que j'ai pris la parole en public, je vous avouerai que j'avais écrit mon petit texte pour être sûr de pas bégayer, d'être sûr. Bon, maintenant, ça fait longtemps que j'ai plus besoin de texte, je sais m'exprimer tout à fait librement. Donc ça, c'était ce moment. Et puis le plus grand moment, c'était l'élection en tant que maire. Ça, clairement, c'était un grand moment, très très grand moment. Eh ben, merci. Je vous laisse à présent une minute pour aborder le sujet qui vous plaît, vous adresser à qui vous voulez, afin de conclure cette émission. Déjà, je voulais m'adresser à vous, Pierre, pour vous remercier de m'avoir proposé cette belle initiative. Pierre, on dirait pas comme ça, et encore moins quand on entend sa voix, il n'a que 17 ans, mais il parle déjà comme un adulte et comme un homme que tu es. Et je pense que tu incarnes aussi la génération actuelle et la génération future, parce que moi, ma plus grande des préoccupations, c'est la jeunesse. Je suis enseignant, j'ai voulu rester enseignant parce que j'aime profondément mon métier, j'aime le service public, j'aime l'éducation nationale, et on parlait de contact avec les habitants, mais j'aime encore être en contact avec la jeunesse. Et moi, je suis vraiment sidéré, mais très agréablement sidéré, de tout ce que mènent beaucoup de jeunes sur le secteur de Remiremont. Il y a toi, je pense à Théo Seyer, Jade Bengrina, Daniel Endao qui est dans mon équipe municipale. C'est vraiment des jeunes plein de qualités et plein de compétences. Et ça, c'est important parce que on montre souvent les jeunes ça va pas bien, on montre comme ça, parfois même des drames tout récemment. Mais là aussi, moi je suis pas fataliste dans la jeunesse. Moi je pense je suis très confiant dans la jeunesse. Il y a beaucoup de qualités chez les jeunes gens. Vous savez entreprendre des choses. Et donc je pense que mon dernier mot c'est pour les jeunes, parce que c'est vous qui allez prendre nos places à l'avenir. C'est vous la génération de demain, les citoyennes et les citoyens de demain. Et moi c'est ma volonté aussi en tant qu'élu, c'est de partager mon expérience et un jour de passer le relais à des plus jeunes. C'est ce que j'ai vécu quand j'ai été jeune élu. Les plus anciens, ils m'ont aidé, ils m'ont épaulé, ils m'ont dit ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et moi, je suis dans ce rôle-là, et c'est ma double casquette à la fois d'enseignant et aussi de maire, qui est ma mission. Mon métier, c'est enseignant. Ma mission, c'est maire, c'est élu municipal. Et donc, je suis heureux dans ces fonctions-là. Et puis, si je devais avoir un dernier mot, le dernier mot, c'est pour mon épouse, pour mes 2 enfants, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple pour eux au quotidien. Ils savent que j'ai cette passion-là, mais ils en subissent aussi parfois les conséquences. Donc, je voulais leur dire tout simplement que je les aime. Merci beaucoup. Merci Jean-Benoît Tisserand pour votre sincérité en tout cas pendant cette émission. Merci à vous tous public d'avoir été présents à cette émission dans ce beau décor encore une fois qu'est ce grand salon de l'Hôtel de Ville. Merci à Monsieur Petitjean qui n'est pas là mais qui nous a beaucoup aidé pour la logistique également, et aux autres ici présents indispensables à la réalisation de cette interview. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Studio PM France.